Salut à toutes et à tous. Avant de débuter ce nouvel épisode de Vue du Banc, un petit point sur l'actu de Coparena, le média qu'on a lancé avec Raphaël et Florent, média qui se porte très bien, parce qu'en quelques semaines, on a déjà dépassé les 1000 abonnés, donc on est vraiment très content, on vous remercie de tout le soutien que vous nous apportez et de tous ces abonnements. Alors le petit point sur l'actu, la semaine dernière, c'est une semaine 100% Raphaël, avec un article sur le Tottenham de Pochettino, sur la Real Sociedad et l'Independiente del Valle, dans son observatoire du beau jeu, puis un zoom sur le double pivot qui permet à Sassuolo de bien jouer. Là, en début de semaine, on enregistre ce mardi, il est midi 8. Hier, il y a eu un article de Florent, une analyse tactique de Rennes-Lyon, expliquant pourquoi Rennes a si bien joué face aux Lyonnais. Demain sort Bon Banquet Tactique, où il y aura pas mal de choses, ça sera un article assez long. Et côté audio, il y a eu Le Milieu Parfait avec une longue interview de Paul Lannes expliquant la façon dont joue Brest et son rôle au milieu de terrain. Un épisode des sagas consacré au FC Nantes, le parcours européen de 96, c'est le deuxième épisode. On a remis le premier épisode de la saga Grèce 2004 sur 7 € qui avait déjà été enregistré initialement sur Patreon. Et enfin, lundi, un épisode de première fois consacré au début chez les professionnels de Samir Nasri. Voilà pour l'actu du début de semaine. Cet épisode de Vue du Banc, lui, sera un jeu de l'agent. On va essayer de trouver une porte de sortie pour certains joueurs en difficulté dans leur club, histoire qu'ils se relancent et puissent redonner un petit coup de boost à leur carrière. Tout de suite, c'est parti pour ce Vue du Banc avec mes deux acolytes. Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Et c'est parti pour le 18e épisode de la saison 7. Salut Florent. Salut Christophe. Et bonjour Raphaël. Salut Christophe, salut Florent. Alors Florent, déjà expliqué, je crois qu'on l'avait teasé sur un des derniers épisodes, et c'est devenu une habitude depuis quelques saisons, faire le jeu du directeur sportif, et finalement on a un peu renversé tout ça pour faire le jeu de l'agent. On va expliquer ça en 2 mots, mais c'est assez simple, c'est que globalement il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas forcément le budget pour investir, et que du coup je pense que ça aurait été assez fantaisiste de faire trop de transferts du point de vue des clubs, et qu'il vaut mieux se concentrer du point de vue des joueurs finalement. Ouais, c'est ça, on a l'impression en tout cas que les directions sportives cet hiver vont être un petit peu pas forcément au chômage technique, mais vont pas forcément être amenés à faire beaucoup de mouvements, vu comme le mercato est parti, parce qu'on est déjà quand même quasiment à la moitié du mois, et à la moitié de la période. Donc ouais, on a décidé de retourner ça en jeu de l'agent, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur le cas de joueurs qui sont plus ou moins en difficulté dans leur club respectif, ou en tout cas qui manquent de temps de jeu, et qui sont à la recherche peut-être d'une porte de sortie, et donc, en tant qu'agent, on va essayer de leur trouver les portes de sortie les plus adéquates. Alors, on a sélectionné 6 joueurs, on avait une liste très longue, peut-être que si on a le temps, j'ai aucune idée de où vont nous mener les discussions, ça va prendre 3/4 d'heure ou 1h30, mais peut-être qu'on en évoquera d'autres, type Milik. Voilà, on avait vraiment une sacrée liste, donc on en a gardé 6. Pour diverses raisons. Il y a Paul Pogba, Papou Gomez, Christian Eriksen, Isco, Martin Odegaard et Samuel Umtiti, donc un petit peu toute une partie des championnats où il y a pas de Ligue 1, il y a pas de Bundesliga. Bundesliga, comme le disait Raphaël quand on préparait l'émission, c'est assez difficile de trouver des joueurs qui sont en échec, parce que finalement les clubs sont plutôt bien gérés. On va partir d'abord du côté de la Première Ligue, tiens, avec en plus un joueur français tant qu'à faire. Raphaël, Paul Pogba, je crois que c'est toi le premier à avoir mis son nom dans la liste, même si au final on était tous assez d'accord. Pourquoi, comment, est-ce que tu imagines un potentiel départ en janvier vraiment dans un univers où ça serait possible de faire ça, ou c'est vraiment un truc un peu préventif où tu vas déjà te projeter sur l'été prochain? Non, je vais plutôt me projeter, mais puisqu'on joue le jeu de l'agent et que son vrai agent, Mino Raiola, avec qui on partage finalement peu de choses, notamment sa fortune, qui n'est pas du tout la même de notre côté, Mino Raiola disait que c'était sa dernière saison, qu'il n'en pouvait plus, qu'il fallait qu'il parte. Il me semble que ça a quelques semaines cette déclaration. Christophe, qui lit toutes les brèves de l'histoire des brèves, me confirmera ça ou non. Donc là, on est sur l'idée quand même que ce sont ces 6 derniers mois. Alors ça fait quelques années qu'il est envoyé du côté de Real Madrid, qui n'avait pas forcément l'envie à tous les étages du club d'investir sur lui. De ce qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, ses performances sont assez irrégulières, et même son rôle à l'intérieur de ce Manchester United un peu fantasque, puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça veut jouer, mais ça commence à gagner de manière assez régulière. Il a joué côté, il a joué 10, il a joué devant la défense. Donc là, il a vraiment besoin, je pense, d'un nouveau contexte, peut-être d'une réflexion sur la construction de son corps. Là, je parle notamment de la musculation, qui lui a fait perdre pas mal en agilité.
Alors où est-ce qu'il faudrait qu'il aille? Combien il va coûter? Ça, c'est des questions aussi pour l'agent et le club qui voudra le récupérer. Mais je pense que là, ça se fera pas cet hiver. Mais la première donnée, je pense, c'est que cet été, un peu comme un agent libre en NBA, il y aura bagarre pour être le club qui va accueillir Paul Pogba. Même si ça a l'air de se jouer pour l'instant entre la Juve et le Real Madrid. Mais en tout cas, le premier point, c'est il a besoin d'un nouveau contexte. Et ça fait maintenant, depuis la Coupe du Monde 2018, je trouve, que Paul Pogba n'a pas été important et capital dans le football européen. Et ça va être le cas de plusieurs de nos joueurs, en tout cas des joueurs sur notre liste. Florent, il y a une donnée quand même assez importante à prendre en compte, c'est l'âge. Paul Pogba est de mars 93, donc du coup il va sur ses 28 ans. Comme le disait Raphaël, depuis la Coupe du Monde 2018, il est quand même assez irrégulier. On voit encore son talent, mais on le voit de moins en moins souvent. Or, dans le foot actuel, il faut quand même avoir une certaine régularité dans les performances. Quelle est aujourd'hui la valeur sportive de Paul Pogba? Est-ce que tu es plutôt sur l'idée que le joueur est un peu en veille et se laisse, entre guillemets, aller, mais que s'il est remotivé par un projet sportif, ça peut redevenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, ou t'as quand même cette petite inquiétude qui est peut-être celle de décideurs madrilènes ou autres, qui est de se dire oui, est-ce que c'est pas un peu trop un intermittent du spectacle qui ne montre pas suffisamment de choses pour être un peu la locomotive d'un projet sportif de très haut niveau? C'est une question assez difficile à trancher parce que il a en effet dans son jeu une certaine nonchalance, notamment quand il s'agit de défendre vers son but. Julien, lorsqu'il travaillait sur la Première Ligue, avait noté quand même assez de séquences de ce genre-là où voilà, c'est quelqu'un qui peut déconnecter assez facilement de l'action une fois que le ballon est derrière lui. Par contre, c'est vrai que quand tu le voyais avec l'équipe de France, c'était pas le même joueur. Et c'est ce qui va être important sans doute pour lui et qui va peut-être déclencher ou non son transfert, ou en tout cas déclencher ou non les intérêts de certains clubs. C'est peut-être ce qui va se passer l'été prochain avec l'Euro 2021. Si ça se trouve dans son plan de carrière et dans le plan de carrière de Mino Raiola, c'est l'objectif premier, le projet c'était tu vas faire un gros Euro 2020 et je vais te trouver une porte de sortie dorée après cet Euro-là, et peut-être que ça a tout fait foirer, le fait qu'il y ait le Covid et l'Euro repoussé. En termes de timing, je pense que ça l'a un petit peu desservi. Mais après, oui, je pense que sa valeur sportive, je suis pas contre l'idée, en effet, du joueur un peu dormant après 4-5 saisons, je sais même plus exactement, passé à Manchester United, où finalement, il n'a jamais pu être dans des conditions optimales, ou en tout cas il s'est jamais mis dans des conditions optimales pour vraiment enchaîner les performances. Il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes avec Mourinho, il y a eu j'ai l'impression que depuis 2 saisons ça se laisse un petit peu porter, c'est sur le banc mais ça fait pas beaucoup pour essayer de récupérer une place de titulaire. Cette année il est à 60% de minutes jouées, ce qui reste quand même assez conséquent. C'est pas quelqu'un qui ne joue jamais, mais c'est pas du tout un cadre de ce nouveau Manchester de Solskjaer. Donc voilà, là, ce qui est très important pour lui en revanche, à 28 ans, tu peux encore aller chercher, en tant que milieu de terrain, t'en as encore pour 4-5 ans quand même, je pense, à pouvoir être pertinent dans un club de très haut niveau. Et c'est sur ce choix-là qu'il ne faudra pas se planter, mais c'est vrai que il y a toujours ce regret qu'on avait déjà évoqué dans les 120, c'est que Pogba, quand il passe de la Juve à Manchester, ça doit être pour devenir un des 4-5 meilleurs joueurs au monde, et ça malheureusement on l'a jamais vu. En tout cas pas sur la durée, comme tu l'as dit. Raphaël, il y a une vraie interrogation. Alors dans tous les cas, on ne va pas envisager tous les projets tactiques du monde, puisque Paul Pogba ne peut signer que dans les 10-12 meilleurs clubs d'Europe. Mais concrètement, dans sa capacité à faire beaucoup de choses, moi je me demande, est-ce que ça peut pas le desservir? Typiquement, j'ai l'impression qu'à Manchester, en gros, il y a Bruno Fernandes qui est un petit peu plus créatif que lui, qui du coup va être titulaire un peu indiscutable, un cran plus haut, et il y a McTominay, Fred, voire Matic, même si je suis toujours un petit peu sceptique sur Matic en 2021, mais qui seront plus dans le combat, dans la récupération, dans certaines projections en deuxième rideau sans ballon, et qui du coup seront un peu meilleurs pour jouer plus bas dans un double pivot devant la défense. Pogba sait un peu tout faire. Est-ce que pour toi, il pourrait du coup aller dans tous les clubs, ou ça le limite parce que son profil ne sera pas soluble dans des 4-2-3-1 où il sera ni le 2 ni l'un des 3 un petit peu plus haut? J'aimerais que, comme tu le dis, entre tout ce qu'il peut faire, il y a un moment un choix de la part de son club ou de lui sur ce qu'il veut faire ou ce qui va être fait avec lui. Parce que là, depuis finalement son repositionnement qu'on avait étudié à l'Euro 2016,
lors des sagas Patreon qui sont désormais sur Copa Arena si ça vous intéresse. Il y avait eu ce replacement après le match contre l'Irlande, je crois, ou pendant le match contre l'Irlande. Flo se souvient mieux que ça, mieux que moi de ça, donc il pourra dire ou pas, mais il y a eu cette idée quand même de basculer plus bas sur le terrain, et c'est dans un rôle assez reculé à la Coupe du Monde 2018 qu'il réalise un très gros mondial, qu'il est important pour l'équipe de France et qu'il est décisif à de nombreuses reprises. J'aimerais quand même, et je pense que vu son style de jeu et l'intensité défensive qui est très irrégulière chez lui, qu'il soit dans une idée de jouer un petit peu plus haut et de défendre en avançant, et je pense que ça passe par un remodelage de son physique. Je trouve que depuis qu'il est arrivé en Angleterre, il a énormément gagné au niveau des épaules. Alors c'est quelque chose qui arrive avec l'âge. Avec l'âge, tu t'élargis toujours et tu gagnes en masse, même ton corps s'élargit. N'est-ce pas, Raphaël? Ça se voit pas encore. Il s'élargit, mais plus bas, à force de bouffer de la merde. Non, mais il y a cette idée quand même que j'aimerais de lui, de garder de l'agilité et de retrouver le Pogba de la saison 2015-2016, donc le dernier Pogba en Italie, où c'est un 10 hyper créatif, super fort sous pression. Et ça, je trouve qu'on le voit pas trop en fait ces derniers temps. Je le vois commettre des pertes de balles un peu faciles, être plus facile à presser de haut jeu, avoir moins d'agilité quand il s'agit de percuter, de trouver des partenaires, de combiner. Et j'ai l'impression que c'est devenu un milieu hyper stationnaire, alors que le Pogba de la Juve, c'était un milieu hyper mobile qui pouvait agresser très haut l'adversaire, qui dans ce rôle de relayeur gauche là dans le 4-4 de Losange d'Allegri allait défendre très très haut, recevoir le ballon entre les lignes et ensuite soit s'engager vers l'avant balle au pied, soit trouver une petite passe dans la profondeur ou frapper de loin. Et je sais pas, je le trouve beaucoup plus neutre aujourd'hui. Alors il est toujours capable d'avoir un excellent jeu long et des deux pieds, et capable de trouver de belles passes, mais il y a moins, il fait des choses plus différentes, plus variées en bougeant de poste. Mais à l'intérieur de son jeu, il y a beaucoup moins de choses qu'avant, et quel que soit le poste où il joue. Donc je pense vraiment qu'il y a besoin d'une renaissance là. Et tu vois, je suis curieux si la Juve le prend, quel sera l'objectif. Ce sera pour le faire jouer où, sachant qu'aujourd'hui il y a des Rabiot, des Ramsey qui sont dans ce rôle de relayeur qui va se projeter. Il y a Bentancur qui joue devant la défense. Et quel sera l'objectif s'il va au Real, où tu as Casemiro qui est dans un rôle vraiment spécialisé devant la défense, et Kroos et Modric qui survivent. Et Modric qui là, Flo tu disais, il a 28 ans, il a encore 4-5 ans devant lui. Modric qui a 35 ans est en train de revenir à un très bon niveau, donc pourquoi pas avoir 6-7 ans devant lui, même si Pogba n'a pas le même jeu. Mais vraiment je suis très frustré par l'évolution de sa carrière, et j'espère qu'il va plutôt que de bouger tout le temps et d'être un peu pas un bouche-trou, hein, j'exagère, mais puisqu'on sait pas où on va le mettre, on va le mettre un peu partout d'un match à l'autre, qu'il y a un club qui est un projet pour lui. Donc il y a un projet pour lui. Je pense que c'est ça le plus important. Si j'étais son agent, je demanderais, au-delà du salaire, parce qu'il sera toujours plutôt bien payé, et de l'endroit où il va jouer, c'est quel projet sportif vous avez pour lui, et notamment l'entraîneur, comment vous l'imaginez jouer dans votre équipe. Ça, je pense que c'est le plus important pour qu'on ait de retour le Pogba qu'on a tant aimé. Florent, pour toi, il y a combien de clubs qui peuvent vraiment coller à la fois sur l'aspect mentalité, utilisation, projet de jeu? Je t'avoue que moi, instinct des deux premiers, alors il y a l'aspect un peu émotif de la Juve, mais la Juve était l'un des premiers clubs que j'ai éliminé, avec le Bayern, par exemple, je vois pas Nice une capacité à jouer dans le rôle de Müller derrière Lewandowski, ni jouer devant la défense façon Kimmich ou Goretzka. Je pense que à ce stade de sa carrière, dans le moule Bayern, je pense que les dirigeants du Bayern ne s'intéressent pas du tout à Paul Pogba. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça fait quand même partie des quelques clubs qui ont la stature qui ont et les moyens de le faire venir. Donc voilà, je préfère le mentionner, mais effectivement, ça me paraît pas pertinent. Côté Juve, il y a tout le passif. Voilà, là, tout semble coller. La nationalité de l'agent, même si là, pour cet exercice, ce sont nous les agents. Donc du coup, ça pose pas cette question-là. Mais je t'avoue que dans cette Juve-là, Raphaël citait des noms. Il y a aussi Winston McKennie qui est arrivé, qui court partout. J'ai l'impression que finalement, le problème de la Juve actuelle, c'est plus d'intégrer des éléments créatifs type Dybala, et qu'il y a beaucoup, aussi Kulusevski qui joue assez bas, qui court partout, Chiesa qui fait des appels partout, que finalement il y a beaucoup de coureurs, et que finalement la création elle se fait différemment, elle se fait par les appels, par les courses un peu façon Nantes 96, plus que par un joueur qui va faire beaucoup de passes, qui va être un peu quarterback. Et du coup j'ai un peu de mal, vu la direction qui est prise, à imaginer finalement ne serait-ce qu'à quelle hauteur de jeu serait Pogba, parce que j'ai l'impression que Pirlo sera plus dans l'idée par exemple de mettre un 10 qui court, qui presse beaucoup. Tu peux avoir un meneur reculé, mais finalement ça sera un petit peu en contradiction avec ce que disait Raphaël sur l'aspect Pogba, on veut le voir un peu plus proche du but à ce stade de sa carrière.
Ouais, c'est pour ça que pour moi, il y a 3 clubs aujourd'hui, j'ai l'impression, en plus, qui ressortent dans les rumeurs concernant Pogba. C'est la Juve, le Real et dernièrement le PSG. Mais si tu prends l'exemple du PSG, je pense que Pogba serait utilisé comme il est utilisé en équipe de France, comme il est utilisé à Manchester United. À partir du moment où t'as Neymar et Mbappé devant, dans l'hypothèse où les deux restent, tu vas pas demander à ton milieu d'ajouter de la créativité. T'en as pas forcément besoin. Mais du coup, tu vas rajouter un joueur tu vas rajouter un joueur plutôt faible sur les transitions défensives. Parce que c'est quand même pas sa spécialité. Oui, en plus. Donc ça colle encore moins. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça qui me dérange dans le rôle devant la défense. Et je comprends sur la partie offensive, mais sur la partie défensive, à chaque fois qu'il joue là, il y a beaucoup d'espace dans son dos et autour de lui, et les infos sont pas toujours prises, tu vois. Donc je voudrais le libérer de ça un peu. Ouais. C'est justement pour dire que pour le libérer de ça, pour moi, il y a un seul club qui colle. Et Raphaël t'en a parlé tout à l'heure, c'est Real Madrid. Pour une raison simple, c'est que t'as dit, en effet, certes, Modric revient bien, mais il a 35 ans. Il fera pas tous les matchs l'année prochaine. Et je pense que si tu intègres Pogba dans un milieu où il y a Casemiro et où il y a Toni Kroos, la logique veut que le joueur le plus créatif, qui va chercher le plus haut dans les 30 derniers mètres et qui va aller finir les actions dans la surface, ça sera pas Casemiro, ça sera pas Kroos, donc ça sera le troisième. Et dans ce cas, ça sera Pogba. Et je me dis que si tu veux retrouver le Pogba, Raphaël, de la Juve, même si moi je me pose encore la question, est-ce que c'est encore possible de travailler autant sur son corps et de transformer quelque chose qui est quand même engagé depuis plusieurs années maintenant, c'est possible, hein, peut-être, je sais pas du tout, là, je laisserai les spécialistes de la physique et de la préparation physique parler, mais je me dis que le seul club qui peut permettre au moins tactiquement de redonner à Pogba ce rôle-là de milieu le plus avancé, qui va être dans les 30 derniers mètres, qui pourrait en plus, parce qu'il avait quand même à la Juve une vraie capacité à finir les actions, être un bon complément de Benzema qui va se déplacer sur tout le terrain, et Pogba arrive en deuxième rideau dans la surface et va par exemple finir les actions en foutant sa tête ou en finissant du pied. Pour moi, le seul club qui peut accueillir Pogba et lui proposer ce rôle-là sur le plan tactique, c'est le Real Madrid. Voilà. Raphaël, double question. La première, est-ce que tu imagines Pogba capable, alors capable oui, hein, mais de faire ça sur tous les matchs, le côté premier relanceur avec Casemiro qui va un peu se décharger de tout ça, qui va du coup passer limite pointe haute et ensuite intervertir en cours de construction d'action, parce que quand t'es pressé, c'est soit Kroos, soit Modric qui actuellement décroche, donc là Pogba serait amené à jouer assez bas a priori sur les débuts d'action face à des adversaires qui iront chercher assez haut, ça c'est la première chose. Et de la deuxième qui est un petit peu plus enfin voilà, c'est un peu moins du foot, mais l'aspect média Madrid, alors Manchester est déjà super exposé, il fait déjà face à des critiques, mais j'ai l'impression que l'émergence de Bruno Fernandes, en tout cas la prise de dimension qu'il a eue et la façon qu'il a eu de changer l'équipe depuis son arrivée, finalement fait que Pogba, on a tendance un petit peu à l'oublier, j'ai l'impression. Là à Madrid, il y a je crois 2 matchs sans que Benzema ne cadre un tir, ou voire même ne tire tout court, et ça fait déjà la une des journaux avec des médias 100% Madrid, etc., qui se posent vite des questions. Est-ce que ça risque pas d'être embêtant, l'irrégularité de Pogba dans un des clubs qui est peut-être les plus exposés au monde et où la critique est la plus rapide envers des joueurs qui ne sont pas toujours réguliers? Alors je vais commencer par la partie média. Si l'irrégularité était un problème au Real, pour te faire plaisir, Christophe, est-ce que Zidane serait tant adoré là-bas? C'était une petite dédicace pour que tu sois content, parce que je sais que t'étais. Non mais je me pose la question du foot de maintenant par rapport au foot d'il y a 20 ans aussi, quoi. Oui, mais j'ai pas de visibilité sur ce qu'on disait de Zidane, de Beckham, etc. à l'époque. Je t'avoue que je m'estime pas compétent. Le traitement médiatique a changé, et puis il n'y avait pas du tout les chiffres avancés à l'époque, et peut-être que si on les avait, on considérerait pas mal de joueurs différemment, et le côté stat brut de certains joueurs serait peut-être compensé par autre chose, mais ça c'est juste une petite dédicace, hein, mais pour dire que l'irrégularité quelque part fait un peu partie du projet Real, c'est-à-dire que t'as des Galactiques qui vont être là dans les grandes occasions, et même si en cours de saison parfois ils ont des creux, c'est pas gravissime. On peut penser à Sergio Ramos sur certaines saisons, qui en championnat s'est trouvé quelques fois. Varane ces derniers temps c'était un peu compliqué. Benzema a connu des saisons un peu plus creuses en Liga. Voilà, c'est le seul hyper régulier du Real ces dernières années, mais quand je dis vraiment hyper régulier, c'est qui était tout le temps là au meilleur niveau avant qu'il parte, c'était Ronaldo. J'ai l'impression. Hein. Donc je pense pas que ce soit le club où ce sera le plus gênant, parce que même en termes de projet de jeu, le Real est assez irrégulier d'une année à l'autre et parfois à l'intérieur d'une année.
Donc ça, pourquoi pas. Puis le côté média, traitement médiatique, je pense que Pogba, depuis qu'il a 18 ans, il est ultra exposé médiatiquement. Souvent, c'est le joueur qui fait la controverse ou débat dans les équipes parce que justement, son rôle est un peu flou. Donc ça, je pense qu'il sera habitué. Et sur la partie jeu, l'idée de décrocher quand la possession démarre dans ton camp et ensuite de monter, pourquoi pas? C'est un peu ce que fait Modric déjà sur certaines séquences. Oui, c'est ce Mais que fait Modric, justement, ouais. je me repose la question par contre de la résistance à la pression de Pogba, qui n'est pas celle qu'il avait il y a 5 ans et qui n'est pas celle de Modric depuis le début de sa carrière. Et disons que si t'as un Pogba qui est un peu plus fragile de jeu, en plus de Casemiro, qui quand il reçoit un ballon, sait pas toujours où s'orienter et quoi faire sur sa première touche, ça peut peut-être faire un peu beaucoup. En fait, j'entends ce que dit Flo sur le milieu Casemiro, Kroos, Pogba, mais j'ai peur de la non-mobilité de Pogba vu ces derniers temps. Ce qui est aussi contradictoire avec l'idée que j'ai de le voir plus haut. Mais Modric est quand même hyper mobile pour son âge. Et j'aimerais que Pogba arrive à imiter cette mobilité-là, ce mouvement-là, au moins en phase offensive. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu quand même, et c'est pour ça aussi qu'il faut redémarrer à zéro le projet Pogba. Et là, il est temps. Je pense que ça aurait dû arriver il y a 2 ans, au moins. Et là, ça vient un peu tard, mais bon, comme tu le disais, il a 27-28 ans, et Simeone dit que les milieux atteignent leur meilleur niveau à cet âge-là. Donc à voir si peut-être le fait de moins avoir joué ces derniers temps et d'avoir perdu du temps va lui faire avoir une deuxième partie de carrière bien meilleure. Laurent, pour boucler sur tout ça, qu'est-ce que tu peux répondre à Raphaël? Est-ce que toi aussi, t'as quand même quelques interrogations sur ces points-là, ou globalement, tu imagines qu'un joueur de cette qualité trouvera toujours des réponses parce qu'il a quand même une palette qui lui permet d'utiliser beaucoup de choses en cours de match? Non, mais par rapport à ce que disait Raphaël, est-ce que c'est ce que j'évoquais aussi quand je parlais du Real? Est-ce que s'il retrouve un projet en effet où il va être dans un rôle plus ambitieux, moins stationnaire, on va dire, pour reprendre ce qu'a dit Raphaël, est-ce qu'il saura se réadapter à ce rôle-là, à ce football-là? C'est une vraie question qui peut se poser. Après, t'as toujours la solution de facilité entre guillemets avec le move latéral où tu débarques dans un club et tu refais ce que t'as fait à Manchester. Et là en effet peut-être que la Juve ou le PSG seront intéressés, mais avec les mêmes bémols qu'on a vu à Manchester, quoi. Ce qu'évoquait Raphaël. Mais vraiment, je pense que sur le côté, je suis vraiment curieux de le voir arriver au Real, parce qu'en plus, par rapport à ce que disait Raphaël, le côté irrégulier de pas mal de joueurs, etc., ça colle aussi à l'ADN de Pogba, en fait. Il y a quand même pas mal de choses qui le dirigent vers le Real, tout en ayant en plus cette interrogation: est-ce qu'on va retrouver le Pogba qu'on aimait il y a 4 ans avec la Juve, ou 5 ans même maintenant, voilà, s'il signe au Real. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été prochain et la saison prochaine, en espérant qu'il y en ait une, on peut espérer voir un nouveau Pogba, voir un autre Pogba. Maintenant, on verra, reste à savoir lequel. Bah justement, moi, je pensais partir sur l'Italie, mais puisqu'on parle beaucoup du Real, on va évoquer 2 joueurs. Alors je pense qu'on peut faire un package, puisque c'est le même poste a priori, numéro 10, qui peut éventuellement jouer un petit peu plus bas, numéro 8, avec Isco qui a aussi joué 9,5. Mais voilà, c'est Isco et Martin Odegaard, les deux qui sont en relatif échec du côté du Real. Relatif parce que Odegaard rentre de près de la Real Sociedad depuis le début de saison, et il a joué un petit peu au début, mais depuis que Zidane est revenu à son 4-3-3 avec les 3 tauliers au milieu, c'est beaucoup plus difficile pour lui de garder du temps de jeu. Mais il est jeune, et Isco relatif échec parce que c'est plus voilà, ça fait quelques années où c'est très compliqué, mais au début c'était quand même un joueur important de cette équipe sur les premières Ligues des Champions glanées. Tiens, je reste avec toi, Florent. Est-ce que déjà les deux, je disais, rôle quand même relativement similaire au niveau du positionnement sur le terrain, est-ce que ça t'incite à leur imaginer un destin identique, ou alors est-ce que l'âge, par exemple, l'écart, même au niveau de l'expérience, tout ça, fait que tu imagineras plus facilement Odegaard dans un prêt, dans un club type Real Sociedad, et Isco partir dans un grand club à l'étranger? Ouais, non, mais t'as bien résumé la chose. Je vais pas en rajouter beaucoup. Les deux ont très très peu joué. Odegaard est à 14% de minutes jouées, Isco à 22% de minutes jouées. Isco, je crois que c'est 1 an de plus que Pogba, c'est 91 ou 92, je crois. Donc pour lui, la porte de sortie, en effet, c'est sans doute un transfert vers un club
disons vers un club un cran en dessous du Real, et s'il part à l'étranger, ça peut être un club qui est candidat pas forcément au titre, mais à la Ligue des Champions. Après, Odegaard, moi ce qui serait idéal pour lui, en effet, ce serait un nouveau prêt. Je l'imagine pas partir dès cet été du Real Madrid, d'autant plus que le Real a peut-être des projets pour lui dans un an ou deux, de le récupérer à nouveau et de peut-être à ce moment-là par contre, d'en faire quelque chose. Odegaard, moi c'est simple, hein, si je devais l'envoyer en prêt cet hiver, je frapperais à la porte du FC Séville et je leur demanderais vous en voulez ou pas, juste pour voir, parce que du côté de Séville il y a quand même un certain manque de créativité justement dans l'entrejeu depuis le départ de Banega. Alors c'est pas du tout le même joueur, hein, c'est un joueur qui porte moins la balle, qui va plus faire des différences par la passe, mais qui peut jouer à tous les postes du milieu, et dans le milieu à 3 de Séville, il pourrait très bien s'intégrer à côté de Fernando Rakitic. Tu le rajoutes et il pourrait apporter une créativité qui manque quand même à Séville cette saison, et peut-être faire une petite différence sur les 6 derniers mois dans la course à la Ligue des Champions, même si Séville, avec ses matchs en retard, je crois, n'est pas spécialement en retard par rapport au tableau de marche pour aller chercher le top 4. Donc voilà, pour Odegaard, je vois que ça comme porte de sortie, à moins que ce soit un autre prêt dans un club de la taille de Séville et à l'étranger, mais j'imagine le Real plus enclin à lâcher un joueur en Liga, comme il avait fait d'ailleurs avec Séville, avec Reguilón ou avec Odegaard la saison dernière, plutôt que le laisser partir à l'étranger. Après, Odegaard, avec sa qualité de passe, sa jeunesse, etc., c'est un joueur qui m'intriguerait aussi s'il pouvait faire un petit prêt en Bundesliga. Maintenant, Christophe, j'ai pas forcément de club qui me saute aux yeux comme une évidence en imaginant ce scénario-là. Peut-être Leverkusen, je sais pas. Déjà, Raphaël, sur l'utilisation, est-ce que pour toi, les deux sont fixés à un poste, ou alors est-ce que tu peux encore beaucoup jouer? J'ai l'impression qu'Isco, comme je le disais, à Malaga, il jouait deuxième attaquant, numéro 10, hyper avancé. Avec Ancelotti ou autre, il a été amené à jouer numéro 8. Alors c'était pas parfait, mais disons ça montrait qu'il pouvait jouer à trois hauteurs de jeu différentes. Odegaard, quand même aussi plutôt ce côté numéro 10. J'ai l'impression qu'Isco, ça va être difficile maintenant de le faire beaucoup avancer, beaucoup reculer, alors que le Norvégien, t'as quand même moyen de pas mal le modeler, et pourquoi pas, comme le disait Florent, le mettre avec Johan Jordan et compagnie dans le milieu de terrain de Séville. À ce stade de sa carrière-là, je pense qu'il peut être capable de faire les efforts et d'avoir l'intelligence spatiale pour être un cran plus bas, alors que Isco, limite, je l'imaginerais presque plus un cran plus haut si jamais il fallait un petit peu le reconvertir. Ouais, je pense qu'Odegaard, tu peux le discipliner un petit peu, ou que ce soit offensivement dans son positionnement et défensivement dans ce qu'il va t'apporter. Isco, là où, en tout cas je l'ai préféré, je sais pas pour vous, c'est quand il était dans un rôle ultra libre, notamment dans le losange qu'avait mis Zidane en place, où il était en 10, mais finalement il était toujours proche de là où il y avait le ballon, et notamment quand le ballon était à gauche. C'est là que je l'ai trouvé le plus intéressant, et c'est marrant parce que les temporalités par rapport à Pogba, Flo, tu disais il y a un an d'écart, et oui c'est ça, il est de 92, et Isco et Pogba, en fait, j'ai l'impression, enfin, même si Pogba fait une saison 2018-2019 pas mal sur le plan statistique, il est quasiment en double-double, 13 buts, 9 passes D, ou l'inverse, je sais plus. Mais en fait, leurs Coupes du Monde 2018 sont très différentes, c'est-à-dire que Pogba est très bon, et Isco, il me semble, fait partie des joueurs vraiment qui incarnent l'échec espagnol à la Coupe du Monde 2018, avec ce match face à la Russie où il rend fou. Alors qu'il était très bon avec Lopetegui, justement, ouais. Dans l'Espagne de Lopetegui. C'est ça, et il rend... Avant, puisque c'était plus Lopetegui. Ouais, et que Lopetegui est parti au Real pour se faire virer quelques mois après. Et, c'est ça. Et ils font deux Coupes du Monde très différentes, mais depuis, j'ai l'impression qu'ils ont un peu la même trajectoire, où petit à petit, on les oublie, ça devient un peu des vannes, et puis on cherche à... Pourquoi pas les switcher, en fait, envoyer. Même si à Manchester, ils ont déjà assez de joueurs créatifs, et Isco serait peut-être barré par Bruno en termes de rôle et de fonction, mais... Les deux ont besoin d'un autre contexte, et je pense qu'Isco a besoin de retrouver de la liberté. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui va lui proposer un poste de 10 dans un losange, mais peut-être au moins dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3, d'être le joueur le plus avancé et de pouvoir partir un peu partout. Là le Real c'est plus vraiment ça, notamment quand t'as Casemiro, Kroos, Modric, Benzema qui vient décrocher. Il te faut des mecs dans les couloirs qui peuvent prendre la profondeur, qui peuvent percuter un peu, et c'est pour ça qu'un gars comme Vinicius joue pas mal malgré ses limites. Donc ça c'est sur Isco. Sur Odegaard, la proposition de Séville est pas mal en effet, comme le disait Flo. Alors après t'as la donnée où c'est pour l'instant encore un concurrent pour le Real, parce qu'ils sont à 7 points du Real, mais ils ont 2 matchs de retard. J'imagine que sur la durée du championnat ce sera plus le cas, mais t'as peut-être pas forcément envie d'aider Séville à t'embêter.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont pas très loin pour le moment cette saison, donc le prêt cet hiver est peut-être mieux dans un autre championnat, ouais. Alors je regardais un peu les équipes en Bundesliga. Leipzig, je pense qu'il pourrait jouer, mais il y a déjà beaucoup de milieux qui ont un profil un peu bâtard comme lui. Leverkusen, est-ce qu'il collerait, ouais, il pourrait jouer en 10 derrière l'attaquant, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce serait dans un rôle côté qui va revenir intérieur. Oui, dans les places. Ouais. Enfin, Comme Florian je pensais que tu allais enchaîner, Christophe. Oui, voilà, c'est ça. Non, Mais après, mais en fait, je réfléchissais sur les rôles de Amiri, Belarabi, Florian Wirtz. Ici, il est capable de courir. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas s'intégrer dans ce projet-là. Mais il faut courir. Ouais, voilà, dans le rôle de milieu le plus avancé, que ce soit un milieu à 3 ou un double pivot et un 10 devant. Et après, t'as la variable Dortmund, où ce club est devenu un bordel, à recruter plein de joueurs tout le temps. Et d'ailleurs, le Real a prêté Yves Régnier. Je sais pas comment ça se dit, donc je dis Yves Régnier. C'était quoi son nom d'ailleurs? Le vrai nom enfin dans la série, je sais plus ce que c'était, le téléfilm sur TF1. Commissaire Moulin, c'est ça? Voilà, Commissaire Moulin, qui joue pas du tout à Dortmund. D'ailleurs, je crois qu'ils veulent le rapatrier, ce qui est compréhensible. Tu prêtes un mec s'il joue aussi peu que s'il était resté chez toi, autant l'avoir chez toi, quoi. Et je suis en train de regarder la compo de Dortmund. Alors, il pourrait jouer Odegaard, peut-être dans la rotation avec Sancho, Reus, Reina, mais bon, t'as envie qu'il joue plus que ça, quoi. Donc c'est compliqué de trouver un club pour Odegaard, et s'il est capable de bien courir, bien défendre, je le verrais limite dans un club anglais qui a besoin d'un mec comme ça, qui va avoir de la créativité. Tu vois, limite, tu le prêtes à Southampton, tu le prêtes à, je sais pas à qui, Arsenal, comme si c'était Bon, c'est compliqué après de prêter à des clubs anglais, parce qu'ils vont avoir envie de le garder, ils sont capables de payer beaucoup, donc limite, je trouve que les deux, en fait, ont des profils très différents. Il y en a un qui est plus moderne que l'autre en termes de participation défensive, l'autre qui est plus dans un rôle de 10 très très libre. Mais j'ai pas tu vois, trouver un club comme ça pour les deux, limite, j'ai envie d'envoyer Odegaard à Leicester, quoi. Tu l'envoies à Leicester dans un rôle de milieu offensif ou d'ailier qui vient repiquer à l'intérieur parce qu'il est gaucher et qui va jouer en faux pied, pourquoi pas. Un peu comme James est venu à Everton pour revivre un peu. Tu descends d'un cran, mais tu vas avoir plus de temps de jeu et peut-être plus de responsabilités. Par contre, Isco, par rapport à son statut, son salaire, ce qu'il a fait, le côté quadruple vainqueur de Ligue des Champions, le mec était titulaire en 10 dans l'équipe qui a le plus marqué la Ligue des Champions sur cette décennie, en tout cas en termes de victoire. Où est-ce que tu l'envoies, tu vois? Est-ce que tu l'envoies à Tottenham où tu te dis il va prendre la place de Ndombele en 10, mais je vois pas trop Mourinho lui confier ce rôle-là. Est-ce que tu l'envoies à City pour jouer en... Je le vois pas capable de faire les rushs de Ndombele aussi. Est-ce que tu le vois... Parce que Ndombele, il sort de la pression, il porte la balle derrière. Ou alors tu le mets à City entre les lignes et tu fais un milieu, je sais pas qui, De Bruyne, Isco, ou Isco dans un des trois de devant, mais qui va décrocher limite en faux neuf parce que Guardiola parfois met De Bruyne en faux neuf, je sais pas. C'est vraiment pas facile de trouver un club pour Isco, ou alors tu le fous à Chelsea et tu laisses Lampard se débrouiller avec tous ses éléments offensifs, et c'est le bordel. Mais très très difficile de trouver un club pour Isco qui, j'ai l'impression, va subir un peu le même parcours que les Rames, les Coutinho, du mec qui est ni un 10, ni un ailier, même si Isco est quand même un plus un 10 que les deux autres. Mais tu sais pas trop quoi en faire. Franchement, Rames, le passage à Everton est miraculeux, mais il a dû descendre d'un club qui joue la Ligue des Champions tous les ans et qui veut la gagner, à Everton qui va essayer de gratter une place européenne. Donc je siffle à une idée, c'est vraiment pas facile. Et puis depuis 2 mois, Rames est totalement HS, hein, donc il y a ça aussi. Florent, on va voir, je vais te laisser enchaîner sans relance, mais moi j'avais une idée, donc je vais voir si tu vas la citer ou pas. Non, je pense pas que je vais la citer. Moi j'en ai une pour Isco qui est plus rigolote qu'autre chose et plus une question de curiosité, même si j'ai du mal à l'imaginer s'adapter à cette intensité défensive, même si c'est généralement pour défendre en avançant, mais c'est pour remplacer Papou Gomez à l'Atalanta. Bah c'était mon idée. Ah bah d'accord, écoute. Parfait. Bah je te laisse. Non, mais c'est parce que c'est l'une des seules équipes qui joue avec, alors qui est un peu excentré, mais qui joue avec des vrais meneurs. C'est ça, ouais. Puisque c'est des meneurs demi-espace, Ilicic d'un côté, théoriquement Gomez de l'autre, même si là c'est pas Gomez, et qui a actuellement personne qui est capable. Alors il y a Malinowski, il y a Miranchuk qui était censé pouvoir occuper ce poste-là et qui ne joue à peu près jamais. Il y a Pessina qui me semble encore assez limité. Et finalement, t'as un vrai poste à prendre sur ce meneur demi-espace gauche.
qui n'est pas un ailier, hein, qui est vraiment un meneur excentré, qui peut être amené à jouer à différentes hauteurs. Et si tu le cadres relativement bien, un joueur comme ça pourra être à peu près tout le temps dans le dernier tiers de terrain, sans forcément avoir à décrocher, parce qu'Ilicic décroche beaucoup. Et tu peux être plus souvent en possession du ballon dans le dernier tiers de terrain adverse qu'amené à courir, à poursuivre ton adversaire, à défendre en avançant. Je pense que dans une équipe qui, comme ça, a tendance à pas mal dominer semaine après semaine ses différents adversaires, tu peux pas mal masquer sa faiblesse et uniquement voir sa créativité avec le ballon. On peut pas l'envoyer à l'Inter aussi, à la place d'Eriksen qui a complètement bidé. Ouais, mais il est pas assez je pense vieux. que si Eriksen a l'idée, c'est que justement, structurellement, tu ne peux pas intégrer des joueurs comme ça dans le profil de Conte. T'as entendu la réponse de Flo ou pas? Non. Non, j'ai dit qu'il était pas assez vieux pour Oui. pour être Non, mais pour c'est signer à vrai l'Inter aussi. aussi. Mais non, le truc c'est que l'Inter, j'ai pas l'impression que ça aime beaucoup ce genre de joueurs qui aiment justement prendre la balle, la porter sous pression, etc. Sous pression, ça, on fait des passes, mais sous pression, on porte pas la balle chez Conte. Une fois qu'on en est sorti, on la porte, mais avant. Après, c'est une des limites aussi, tu vois. Donc, ce serait bien d'avoir un joueur qui peut improviser, oui, bien sûr, pour justement se sortir de ces limites-là. Mais j'entends bien. Mais bon, disons que il y a pas tellement de clubs où je le verrais aller, parce qu'il faut trouver un club qui a besoin de lui aussi. Et il y a, tu vois, il y a des clubs qui fonctionnent bien, qui ont pas besoin d'Isco. Genre l'AC Milan, ils ont pas de joueurs qui ont la carrière d'Isco à Paris bras devant. Il y a pas de milieu aussi créatif, aussi fort sous pression, mais ça marche très bien comme ils sont aujourd'hui. La Roma a réussi à ressusciter Mkhitaryan. La Juve, il y avait des rumeurs avec la Juve aussi, mais c'est pareil. Si t'arrives pas à faire jouer Dybala, qu'est-ce que tu vas faire d'Isco? Et si en plus tu veux faire jouer les deux en même temps, donc limite, tu vois, j'ai envie de dire, si Lyon perd un de ses milieux, vu qu'il joue dans un semi-losange puisque Depay est faux neuf, tu vois, si Aouar se pète 6 mois ou Paqueta se pète 6 mois, et je le souhaite pas, hein, mais limite c'est là qu'il pourrait jouer, tu vois, et c'est marrant d'y penser. Si Lyon perd un de ses milieux, j'irais plus sur un prêt de garde que sur Isco. Bien sûr, mais bon, je pense à Isco là, je pense pas à l'OL. Mais non, mais c'est rigolo, Christophe, qu'on ait pensé à l'Atalanta. Du coup, par extension, ça veut dire qu'il peut jouer au RC Lens aussi. Oui. Logiquement. Oui. Pour remplacer Kakuta. Mais bon, là, on part. Non, mais c'est vrai que le côté droitier à gauche qui va pouvoir prendre la balle et qui surtout va avoir beaucoup de solutions autour de lui et de joueurs qui vont se projeter, qui vont lui offrir des solutions, avec Zapata devant, avec Gossens qui va dédoubler, parfois un des centrales qui va se projeter. Ça rendrait curieux de l'imaginer là-bas, même si évidemment en termes de faisabilité de transfert c'est très très improbable, mais c'est peut-être en effet le club qui collerait le plus. En tout cas, ouais, ce remplacement de Papou Gomez par Isco, ça me paraissait quasiment naturel. Alors, il y a un autre truc auquel je pense, et on sort des 5 grands championnats, enfin 4,5. Bon, c'est un peu what the fuck, mais c'est par rapport à l'idée de jouer sous pression et justement, comme tu disais, Flo, de faire différemment de l'Inter et d'encourager le jeu sous pression, c'est d'imaginer un prêt de 6 mois à l'Ajax. Et pour voir ce que donnerait Isco dans cette équipe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts sous pression, et l'idée c'est quand même de résister à cette pression, de gagner des 1 contre 1, de combiner pour éliminer cette pression. Donc je sais pas de qui prendrait le rôle, mais quand je vois les joueurs que l'Ajax aligne, il faudrait que l'Ajax soit plus important économiquement et plus important sur la scène européenne aujourd'hui. Bon là ils sont sortis en Ligue des Champions en plus, ils ont été éliminés, mais tu vois, c'est le profil d'équipe où je pense qu'Isco pourrait se plaire. C'est malheureux d'y penser, mais... Ah oui, non, mais là, de toute façon, même l'Atalanta, tu changes complètement de dimension déjà. Même si l'Atalanta est génial, mais c'est déjà. Ouais. Oui, non, mais en termes de, j'entends. Je pense qu'en termes de salaire, il faudrait que le Real paye 70% du salaire d'Isco déjà, tu vois. Je pense que c'est la mesure qui te permet de prendre un peu la différence de dimension. Et je pense que l'Ajax, ce serait pareil, Lyon, ce serait pareil. Le mec doit être à, je sais pas, je connais pas son salaire, mais ça doit être 2 fois plus ou 1 fois et demie plus que le joueur de l'OL le mieux payé, j'imagine. Donc ça limite très vite les possibilités. Quand t'es aussi bien payé, et qu'en même temps les grands clubs ont plus forcément besoin d'un profil comme toi, bah tu fais comme Rames. Ouais, il est annoncé à 10,7 millions par an. Sur certaines sources, à 6,5 millions chez d'autres. Donc ouais, on est quand même sur du gros salaire, évidemment. Donc du coup, si tu dois avoir un dernier mot, Florent, Isco à l'Atalanta, mais c'est très compliqué. En plus, là, ça se joue en Ligue des Champions, donc de toute façon, ça serait pas maintenant. Et Odegaard à Séville. Ouais, et le truc pour Isco, c'est qu'en effet, il y a cette curiosité de l'imaginer à l'Atalanta, même si je
serais vraiment pas surpris que ça se termine par un transfert à la James Rodriguez pour se retrouver dans un club de deuxième zone en première ligue ou quelque chose comme ça, quoi. Je pense que ça va se terminer comme ça, mais en effet, il y a cette petite envie, ce petit côté fiction de l'imaginer signer dans un projet comme l'Atalanta juste pour le voir dans ce rôle-là où il pourrait être assez intéressant. Sachant que Barcelone existe comme club et je crois qu'il y avait eu un temps des rumeurs, mais maintenant qu'il y a Pedri, ouais, c'est terminé. La nouvelle merveille du foot mondial, c'est absolument terminé. Plus Pedri porte beaucoup moins la balle, donc du coup c'est beaucoup plus facile de combiner qu'avec Isco, que j'adore et qui pour moi, si tu ne vires pas Lopetegui à la Coupe du Monde, enfin juste là, quand il est nommé entraîneur du Real, je pense que Isco était parti pour faire une Coupe du Monde incroyable, parce que sur les matchs de prépa, c'était vraiment un joueur total qui animait toute l'équipe espagnole. Autant bon. C'est maintenant compliqué de le responsabiliser, vu ce qu'il fait ces derniers mois, ces dernières années. Raphaël, la transition est toute faite. Papou Gomez qui ne joue plus à l'Atalanta, qui n'est même plus dans le groupe depuis une brouille avec Gasperini. Qu'est-ce que tu ferais de Papou Gomez et est-ce que tu essayes de le recaser dans un club de bon niveau ou est-ce que directement tu vas être sur l'idée de l'envoyer aux États-Unis ou autre? Non, mais vu ce qu'il a été capable de faire à l'Atalanta, j'ai envie, je pense que vous aussi, ce sera pareil, de le voir dans un club pas forcément meilleur que l'Atalanta, mais plus grand en termes de renommée, et qui pourra jouer la Ligue des Champions aussi. Alors, quel club ce serait? Là, c'est là que la difficulté arrive. Il y a eu pas mal de rumeurs PSG, et c'est vrai que dans un rôle un peu de mec qui vient du côté gauche pour piquer, créer des choses, combiner, il pourrait faire du sous-Neymar. Les joueurs se ressemblent pas beaucoup, hein, mais ils sont droitiers, ils jouent faux pied, ils combinent, ils reviennent intérieur, ils ont une très bonne qualité de passe. Bon voilà, il y a quand même des points communs, des traits qu'ils partagent. Et vu que Neymar est quand même très souvent blessé, que le PSG a besoin d'un joueur qui ose sur le terrain, entre les lignes, va être capable de recevoir le ballon et peut-être de tenir le rôle qu'en fait Verratti tient aujourd'hui. Ça serait une solution pas trop mal, même si le secteur offensif est assez fourni. Mais voilà, une équipe dans laquelle je pourrais l'imaginer fonctionner. Alors, l'avantage, c'est que comme il joue à l'Atalanta, il est capable quand même de défendre. Et ça, c'est pas toujours le cas des mecs qui ont 33-34 ans. Je crois que là, il a 33, il me semble. Papou Gomez, vous me direz. 32. 32, bon. C'est un, quoi, 88 seulement? Attends, je le pensais beaucoup plus vieux que ça. Oui, c'est ça. D'accord. Je le pensais plus vieux donc, aussi. Il est plus jeune que Messi. Okay, c'est un truc que j'aurais pas pensé. Kilicic aussi, du coup, je crois, ou les deux sont de la même année. Ils doivent être à peu près de la même génération. Je regarde les autres clubs. Après, il y a toujours l'idée de le réunir avec Simeone, puisqu'ils se sont croisés. Même année, oui, les deux. Ah, bah, même année. Merci Flo. Ils ont 15 jours d'écart même. Ah. Kilicic, c'est 29 janvier et Papou, 15 février. Et maintenant, ils ont une bagarre avec Gasperini d'écart. Ce qui les sépare aujourd'hui. Et il y a l'idée de le réunir avec Simeone, parce que Simeone l'a eu je crois que c'était à Cagliari à l'époque, ou à Catagne, peut-être à Catagne plutôt, où il y avait une colonie argentine qui jouait là-bas, et c'est là-bas que... Avec Bergesio en pointe. Peut-être, c'est là-bas que Simeone commence sa carrière européenne. Tu vois, dans un rôle de milieu excentré, qui va venir entre les lignes, parce que à part Carrasco, les milieux de l'Atlético sont pas vraiment des ailiers. Je pense que ça pourrait être pas mal. En plus, là, ça joue le titre, donc il y a peut-être l'idée de faire cet effort financier pour avoir une solution supplémentaire. J'aimerais bien. C'est pas du tout le même projet que l'Atalanta, il va beaucoup moins toucher le ballon sur un match. Mais par contre, que Papou Gomez soit un joueur décisif dans un titre de champion d'Espagne, ça serait ultra sympa. Alors, de ce que je vois cette saison, j'aimerais bien limite le mettre dans des projets genre Sassuolo ou Real Sociedad. Parce que Sassuolo... leur 10 c'est Jurisic, mais c'est pas un énorme 10. J'essaye de comprendre d'ailleurs le profil de Jurisic depuis pas mal de temps, je sais toujours pas comment le définir. Mais si tu mets Papou Gomez comme ça en 10 devant Locatelli Lopez ou Locatelli Bourabia ou Magnanelli, je pense que ça peut changer pas mal de choses à Sassuolo. J'aimerais bien le voir dans une équipe comme ça, une équipe joueuse. Il y a les deux côtés, il y a les côtés j'ai envie de le voir dans une équipe qui va jouer un truc très important, quel que soit le style de jeu. Et le côté, mettons-le dans une équipe qui joue autant ou qui joue un peu comme l'Atalanta, et voyons est-ce qu'il est capable d'être le leader d'une autre équipe là, pour son dernier contrat européen, avant peut-être de rentrer soit en Argentine, soit comme tu le disais, de partir dans un championnat plus lointain comme la MLS. Tu l'envoies avec Gabi Heinze à l'Atalanta, avec Atlanta, pardon. Puis comme ça, il sera pas trop dépaysé en termes de nom de club. Ça peut être sympa. Mais
En fait, là, j'ai envie de le mettre à Sassuolo, du coup, en y réfléchissant. Juste pour que Sassuolo soit meilleur dans les 30 derniers mètres que ce qu'il fait aujourd'hui. À noter que à Catane, Simeone avait, outre l'ami Bergesio et donc Papu Gomez, Maxi Lopez, qui était le meilleur buteur du club à son arrivée. Florent, qu'est-ce que tu penses de tout ce que dit Raphaël? Moi, je t'avoue que je suis incertain entre l'idée de lui faire franchir une marche et de monter directement à Paris. Enfin, Paris ou autre, hein, mais voilà, dans les clubs de cette stature-là, quitte à perdre un petit peu en influence et ne jouer que 50-60% des minutes, ou alors au contraire en faire l'élément un peu star d'une équipe type Sassuolo, où effectivement, alors j'ai l'impression que le projet de Sassuolo serait plus, enfin je sais pas, en fait je me tâte, Sassuolo, qu'est-ce qu'ils en feraient? Est-ce qu'ils le laisseraient vraiment numéro 10? Est-ce qu'ils voudraient le remettre un petit peu sur le côté? Parce qu'au départ, Gomez était plutôt un ailier, mais les ailiers de Sassuolo, c'est plus des profils à la Boga. Donc je sais pas trop en fait. Est-ce qu'il faut le faire monter, lui faire baisser en importance? Je sens que j'ai l'impression que c'est une question un peu d'ego, etc. qu'il a mis en brouille avec son coach à l'Atalanta, et donc du coup c'est pas trop l'envie de transiger. Ou est-ce que tu en fais la star mais d'un club un petit peu moindre? Alors j'ai l'impression que lui a envie de monter quand même et de rester au plus haut niveau. Donc déjà ça peut régler une partie de la question, d'autant plus que l'Atalanta n'a pas non plus envie de le lâcher pour service rendu. Donc il y aura un certain prix à en mettre, et si ce prix c'est aux alentours des 10 millions, je pense pas qu'il y ait énormément de clubs de la taille par exemple de Sassuolo qui aient envie de mettre 10 millions sur un joueur de 32 ans. Donc à partir de là, ça règle quand même pas mal de questions, et je vais plus imaginer Papu Gomez en effet se diriger vers un club taille PSG ou Atlético que vers un Sassuolo ou un Séville ou un club de cette stature-là. Et c'est vrai que quand tu vois à Paris qu'aujourd'hui, bon, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a en effet Neymar qui est souvent blessé, et Paris qui n'a pas de réelle solution de remplacement derrière lui pour essayer de faire un petit peu ce qu'il fait et être une vraie plaque tournante dans la moitié de terrain adverse, et dans le demi-espace gauche aussi d'ailleurs, qu'aime beaucoup Papu Gomez. Mais il y a aussi la question de l'après Di Maria à Paris, qui se pose aussi, puisque Di Maria, je crois qu'il ne lui reste que 6 mois de contrat, il me semble, que sa première moitié de saison est pas franchement une réussite si j'en crois les supporters parisiens. Et que là aujourd'hui il y a un joueur qui se retrouve sur le marché, qui est je crois de la même génération que Di Maria. Ils ont même un jour d'écart, je viens de trouver ça. Ils ont un jour d'écart tous les deux, et tu peux faire préparer peut-être avoir un an de Gomez, histoire de tourner la page Di Maria en ayant Gomez pendant 18 mois derrière, et Di Maria part cet été, et comme ça au moins ce transfert-là, ce changement-là, cette succession-là est gérée, et t'as ta troisième solution, sachant que Gomez peut apporter des choses différentes. Il peut permettre de faire souffler Neymar, par exemple, ou de faire en sorte d'avoir une réponse quand Neymar n'est pas là. Et puis voilà, je pense que le PSG me paraît, en tout cas parmi les gros clubs, le plus logique, et d'ailleurs c'est pas surprenant de voir pas mal de rumeurs le concernant. Mais j'ai du mal à imaginer un joueur qui est monté de manière graduelle quand même. Il fait Catane, il part en Ukraine, il signe à l'Atalanta, là ça fait 6-7 ans qu'il est à l'Atalanta. J'ai du mal à l'imaginer alors que sa valeur sportive est au plus haut. J'ai du mal à l'imaginer redescendre pour prendre un projet soit latéral, soit... Je pense que c'est un gars qui, dans l'idée, à 32 ans, il va vouloir se trouver au-delà du dernier beau contrat, mais il va vouloir rester au plus haut niveau auquel il vient juste d'arriver en fait, avec l'Atalanta, avec son quart de finale de Ligue des Champions et les performances en Serie A. Donc je le vois mal retomber dans un projet façon Sassuolo ou un truc du genre. Je pense qu'il va vouloir se maintenir, voire taper plus haut. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la porte du PSG, tant en termes de moyens que de contrats à offrir et que de solutions sportives qui peuvent se présenter à lui, ça me paraît être le bon fit. Raphaël, est-ce que tu vois d'autres options que le PSG? Est-ce que le PSG te tente? Est-ce que si je te dis City, ça ne te branche pas de l'imaginer, pourquoi pas, alternant sur un poste, alors c'est un tout petit peu plus bas, mais d'espèce de numéro 8 qu'occupe un petit peu Bernardo Silva en ce moment, et qui te permettrait pourquoi pas d'enlever Gundogan? Non, City, j'y crois pas trop, parce qu'ils ont déjà beaucoup de profils d'ailiers qui reviennent à l'intérieur, et de faux pieds, les Sterling, les Ferran Torres, par exemple, qui jouent haut, qui peuvent jouer des deux côtés, hein, mais qui aiment bien jouer faux pieds aussi.
Et puis plus bas sur le terrain, vu comment Guardiola organise son milieu de terrain cette année, je vois pas un Guardiola mettre Gomez à part quand De Bruyne n'est pas là, mais De Bruyne est quand même souvent là ces derniers temps. Et je regardais l'Atlético et vu qu'en plus il joue souvent à 3 derrière avec une organisation soit avec deux offensifs derrière un attaquant, soit deux attaquants ensemble et un qui va tourner autour de l'autre, je pense que ce serait vraiment pas mal pour lui d'avoir cette liberté d'aller demi-espace, d'aller couloir, de se balader un peu et en plus de retrouver un coach qu'il a connu. Je sais pas du tout si l'Atlético est intéressé. J'ai limite envie de taper rumeur Gomez Atlético Madrid. Mais bon là ils sont en train je crois de faire venir Dembélé de l'OL. Donc ça m'intéresserait de le voir avec Simeone à nouveau. Et le PSG oui pourquoi pas, mais j'ai envie limite pour lui que ce soit dans un club qui soit organisé et qui ait un peu d'avance sur le PSG. Et juste avant que tu reprennes Christophe, j'ai tapé Papou Gomez Atlético Madrid et en fait Gomez a révélé c'était en mai dernier qu'il avait été tout près de signer à l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'Atalanta Bergame. C'est-à-dire en 2013, donc Simeone est à l'Atlético, Simeone veut le faire venir et finalement ça s'est joué à pas grand-chose, à 4 millions d'euros a priori, qui a empêché Papou à l'époque de se retrouver à nouveau sous les ordres de Diego Simeone. Voilà. Ouais, ça aurait pu être intéressant. Là, j'ai l'impression que l'émergence de Thomas Lemar, il commence enfin à enchaîner des bonnes performances, plus Carrasco qui est toujours un ailier dans son style, mais qui peut apporter des choses, notamment en cours de jeu. J'ai l'impression qu'il y aura moins ce besoin et que malgré tout, le demi-espace n'est pas une zone si occupée que ça par Simeone, même s'il y a un petit peu plus cette saison. Mais que voilà, lui c'est plus axe ou aile, et que finalement les meneurs excentrés, il a du mal à bien les utiliser. J'avais des noms en tête qui m'échappent, mais bon après c'était plutôt joueur percutant on va dire, mais Alessio Cerci par exemple, ça n'avait pas du tout fonctionné. Gaëtan mais voilà, aussi. Oui. Je pensais à lui, non? Oui. Il y a toujours cette question-là. Et puis il y a quand même un effectif ultra large. Vitolo joue très peu. Enfin voilà, il y a pas mal de monde, mais c'est vrai que ça pourrait être une option intéressante avec un coach argentin comme les Pochettino du côté de Paris. Autre joueur, Christian Eriksen, qu'on évoque. Là, c'est aussi un transfert annoncé, alors qu'il ne se fera peut-être pas dès ce mois de janvier parce qu'il faudra trouver une porte de sortie. Mais comme Gomez, il joue quasiment plus et les parties ont un peu toutes les deux convenus qu'il valait mieux en rester là. Florent, je reste un petit peu avec toi. Le Danois, alors moi ça fait partie des déceptions, même si au final je le vois tellement peu que du coup je m'énerve pas devant ses performances semaine après semaine en me disant ah mince, je l'ai même totalement oublié. Mais je me souviens dans ce même podcast il y a peut-être il y a 2 ans, je m'étais dit que je voyais pourquoi pas en lui le successeur de Modric au Real. Force est de constater que la trajectoire prise n'est pas bonne du tout. Et que je sais pas trop quel est le problème là, est-ce que c'est Conte, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est les deux, mais moi autant tu vois Pogba j'ai 2-3 certitudes, autant Eriksen je commence à avoir 2-3 doutes sur le joueur et sur est-ce qu'il faudra qu'il descende un petit peu d'un niveau par rapport à l'Inter, est-ce qu'il faudra qu'il revienne, mais en tout cas là en l'état je n'imagine pas pouvoir taper les clubs type Real alors que je voyais cet avenir assez envisageable il y a quelques temps. Ouais, alors c'est un joueur qui a l'âge disco, pour le coup, c'est un 92 lui aussi. 19% de minutes jouées cette saison, donc on est clairement sur un vrai échec, d'autant plus que c'est ça qui rend la chose encore plus surprenante, c'est qu'à partir du moment où tu regardes un peu l'Inter jouer, tu vois que là où ils ont des problèmes de créativité, c'est justement là où les qualités qu'on voyait d'Eriksen à Tottenham pourraient totalement apporter. Et donc c'est pour ça que ça rend son traitement par Conte assez difficile à comprendre. Après peut-être qu'il me l'en montre pas assez à l'entraînement, etc. Comme tu le disais, on sait pas exactement ce qui se passe. Mais du coup, c'est vrai que ça complique les choses au moment de réfléchir à une porte de sortie pour lui, parce que on sait pas est-ce qu'il a perdu ce qui faisait ses qualités à Tottenham, est-ce que c'est juste de la relation avec Conte et du coup s'il change de club et change de coach, on va retrouver le Eriksen de Tottenham. C'est ça les questions qui l'entourent aujourd'hui. Et pardon. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est assez difficile en effet d'envisager une porte de sortie
ne serait-ce qu'un move latéral vers un club du même standing que l'Inter avec un coach différent. Après, est-ce que c'est la philosophie Pochettino par rapport à Conte, quand même, il y a une sacrée opposition, ne serait-ce que parce que Pochettino veut quasiment toujours avancer. Quand Conte, voilà, une fois que le pressing haut est passé, on peut attendre très bas et rester dans nos 40 mètres, ça nous ennuie pas forcément. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui cloche, et dans ce cas-là, il faudrait trouver à Eriksen un projet plus ambitieux, plus tourné vers le pressing et vers l'avant. C'est peut-être ça qu'il faut essayer de trouver. Du coup, ça éliminerait notamment un retour à Tottenham, parce que c'est une des rumeurs évoquées. Je vois pas pourquoi, si ça passe pas avec Conte, je vois pas pourquoi il irait chercher ça chez Mourinho. Après, c'est peut-être dans le management aussi, hors des considérations tactiques, qu'il y a une différence. Et peut-être que Mourinho tirera de lui le meilleur, comme il a pu tirer le meilleur de Snyder à une autre époque lorsqu'il était à l'Inter. Après, évidemment, t'as le retour au PSG, enfin, t'as l'arrivée au PSG, où, un petit peu comme Papou Gomez, il pourrait rentrer dans un rôle de gars capable à la fois de jouer dans un milieu avec Neymar, Mbappé devant lui, ou bien d'être le remplaçant de Neymar à la main quand Neymar n'est pas là, dans un registre un peu différent. Mais sinon, c'est assez difficile de trancher aujourd'hui, parce qu'en fait, on sait pas vraiment quel est le problème à l'Inter, quoi. Le fait de revenir à Paris, enfin d'aller à Paris, mais de revenir avec Pochettino, ça le mettrait dans les conditions d'avoir un entraîneur qui là sait exactement ce que lui peut apporter comme joueur. Je t'avoue que là, je sais même pas quel est finalement son meilleur rôle avec ses capacités physiques du moment. Est-ce qu'il faut le mettre en 8? Est-ce que tu peux le mettre un petit peu plus haut en espèce de 10 de pressing? C'est quand même un joueur qui avait un volume physique assez fou du côté de Tottenham. C'était l'un des joueurs, je crois que c'était le joueur qui courait le plus sur la saison où Tottenham se qualifie pour la Ligue des Champions, ou va en finale. Je crois que c'est la saison précédente, parce que Tottenham finit assez mal en championnat, celle où ils vont en finale de Ligue des Champions, mais je crois que c'était le joueur qui courait le plus par 90 minutes devant Kevin De Bruyne, ce qui montrait que la créativité n'empêchait pas de faire les efforts. Mais là, j'avoue que cet aspect physique, en fait, de volume de course, dans ma tête, ça pouvait plutôt bien convenir à l'Inter, et finalement non. Et là, je sais pas trop, par exemple, si tu le mets à Paris, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le mets dans un rôle à la Idrissa Gueye, où tu te dis qu'il va battre un peu moins de boulot défensif, vraiment, de tacle, etc., de couverture, mais qui va quand même beaucoup courir et qu'il aura beaucoup plus de créativité, donc du coup tu pourras mettre Verratti un cran plus haut, les ballons finiront par lui arriver, tu seras pas obligé de faire décrocher Verratti, sans quoi tu auras le risque de pas le servir? Ou alors est-ce que tu te dis non, c'est un joueur qui est quand même plutôt formé numéro 10 du côté de l'Ajax, etc., on va le mettre en gros, alors pas la Di Maria, mais en tout cas sur des positions un peu moyennes à la Neymar ou autre, vraiment assez proche de l'attaquant. Et là, du coup, tu inverses et tu laisses Verratti assez bas, parce que t'auras pas besoin de lui plus haut, vu qu'il y aura déjà Eriksen. Ouais, non, je penche plus pour la deuxième solution, en effet. D'autant plus que à Tottenham, dans ce rôle de 10, comme tu le disais, il courait beaucoup et il était en première ligne, derrière Kane, en première ligne du pressing. Donc je le vois plus dans ce registre-là. Après, il y a quand même c'est vrai qu'on en voit beaucoup de joueurs à Paris là pour l'instant, mais il y a cette question de l'intégration par rapport à Ney, par rapport à Mbappé, par rapport à Di Maria. Ça ne va peut-être plus être une question dans les prochains mois. Mais est-ce qu'il est aussi compatible que d'autres avec ces joueurs-là? Je sais pas. Mais non, sur cet aspect défensif, ouais, comme tu disais, son volume de course, sa capacité à faire beaucoup d'efforts, normalement, ça peut permettre de compenser certaines choses au PSG. Après, en tant que joueur qui a brillé en Eredivisie, qui a brillé dans une équipe qui presse, qui mettait beaucoup d'intensité comme Tottenham, t'as aussi la porte de sortie en Allemagne. Maintenant, faut trouver quel club, et là, il y a une vraie question. Une équipe comme Dortmund, ça ferait pas de mal, je pense, de pouvoir récupérer un Eriksen à un moment donné. Maintenant, à l'âge qu'il a, est-ce que c'est la politique de Dortmund de prendre des joueurs de 28 ans? À un moment donné, il en faut, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit leur objectif en ce moment. Mais après Leipzig, de toute façon, ils sont blindés au milieu. Et t'as toujours cette solution Leverkusen aussi.
Mais là aussi, il faut qu'il y ait la place et pas de joueurs à développer qui passerait devant à son poste, quoi. Et ouais, le truc c'est qu'en Allemagne t'as vraiment un club qui a une surface financière supérieure à tous les autres, et ensuite t'as quand même l'impression d'un certain recul quand tu vas dans les autres, et c'est vrai que là je vois pas en quoi le Bayern aurait forcément intérêt à prendre un joueur qui n'a finalement pas un écart d'âge si gros avec Thomas Müller, et qui a en plus un style assez différent, et comme je disais tout à l'heure avec Pogba, c'est-à-dire les deux postes du milieu, Goretzka, Kimmich, c'est quand même assez spécifique. Je vois pas Eriksen capable de faire ça. Et pour Dortmund, déjà Marco Reus, qui est pas si jeune, mais qui est pas si vieux non plus, qui doit à peu près avoir le même âge. C'est un petit peu plus âgé qu'Eriksen, et du coup, finalement, j'ai l'impression que t'as déjà l'expérience sur ce poste de numéro 10, et que c'est pas forcément là-dessus que tu vas aller chercher à te renforcer. Le Barça, je vois pas, parce qu'il y a De Jong, Pedri, alors faudrait, je pense, un autre joueur à côté de Jong qui ne soit pas Pjanic ou Busquets, mais ça c'est encore un autre problème. Et du côté du Real, finalement, tu reviendrais sur est-ce que si tu prends pas Pogba, tu prends Eriksen, mais ouais. Je sais pas, en fait je vais pas redire ce que j'ai dit, même si les gens ont totalement oublié, mais ce que je disais à l'époque sur le remplacement de Modric par Eriksen, qui en plus avait un petit peu le même parcours de club avant de éventuellement pour Eriksen éventuellement aller au Real Madrid. Mais à part ça, j'avoue que je suis un petit peu interloqué. Par exemple, je vois pas du tout à l'Atlético, même s'il court beaucoup, etc. Mais tu serais un peu obligé de le mettre dans le double pivot. J'ai l'impression qu'il serait trop créatif, trop offensif pour Simeone, surtout plutôt défendre en avançant, alors que les courses de Simeone sont pas exactement c'est plus des courses de compensation, etc. Des courses pour maintenir le bloc bien compact dans ton camp. Finalement, on en revient un petit peu au problème, mais qui est le problème du foot, c'est-à-dire que il y a tellement de super clubs, mais il y en a pas non plus énormément. Enfin, les super clubs sont tellement super que au final, t'es un peu sur deux types de clubs, et que quand tu veux rester sur les hauteurs qui sont fréquentées par ces gens-là, bah t'as pas non plus des milliards de possibilités, et une fois que t'élimines les plans de jeu, les salaires, etc., il reste plus que 2-3 destinations probables. City, qu'on n'a pas évoqué, je vois pas. Pourquoi pas Arsenal, mais ça change, enfin c'est un recul qui me semble quand même assez net. Et je suis pas sûr que ça aille non plus dans la direction souhaitée par le club. Après, concrètement, on n'a pas parlé d'Arsenal, mais Arsenal peut être le club qui accueille tout le monde, là. tous les joueurs qu'on a cités. Ouais, c'est vrai. Mais disons Arsenal, il y a Thomas Partey, il y a Ceballos, enfin, ouais. Ils ont déjà essayé de se renforcer à ce poste-là. Je sais pas si c'est vraiment la priorité, même si il y a pas un joueur qui m'a 100% convaincu et qui est devenu indiscutable dans l'entrejeu. Florent, on va passer à Samuel Umtiti. Alors pour les gens qui s'inquiéteraient, Raphaël est toujours avec nous, mais il y a des travaux assez insupportables chez lui. Donc il a essayé de réagir en nous disant qu'il était resté sur l'idée qu'effectivement il y avait deux types de clubs et que c'était difficile de redescendre d'un palier, et que quand t'étais dans ce top club, dans ces 10-15 énormes structures, c'était un petit peu compliqué, et tu risquais de voguer de l'un à l'autre, mais malheureusement il ne pourra pas développer parce que c'est totalement inaudible. Dernier joueur, Samuel Umtiti. Florent, je ne sais plus si c'était toi ou Raphaël, je crois que c'était vous deux d'ailleurs qui militiez pour son intégration. Moi j'étais un petit peu sceptique parce que je suis pas sûr qu'il ait encore le physique d'un joueur de haut niveau. Prouve-moi que j'ai tort en m'expliquant pourquoi Samuel Umtiti peut encore être une recrue intéressante pour un club. Alors, je m'attendais pas à cette question. Ah bah oui, c'est les pièges. C'est vrai, c'est un beau. Mais qu'est-ce qu'il fait là en fait, Samuel Umtiti? Qu'est-ce que tu veux en faire? Dans tous les cas, tu veux. Alors peut-être que tu ne veux pas d'ailleurs en faire un joueur encore pour un club de haut niveau, et que tu l'imagines plus, ou je ne sais pas. Moi, alors je serais pas jusqu'à aller à Brest, mais dans un club type, je sais pas, Marseille ou autre, qui est un bon club de Ligue 1, mais qui n'est pas un club du niveau du Barça. Oui, non, Samuel Umtiti, c'est simple, c'est aussi le souvenir du joueur que c'était, et surtout la question, tu vois, on vient de parler d'Eriksen, où on dit qu'à partir du moment où un joueur atteint un certain palier de club, c'est difficile de redescendre. Ce qui peut être intéressant concernant Umtiti, certes, il y a un problème au genou qui semble avéré maintenant avec cette Coupe du Monde jouée, et le fait qu'il paye aujourd'hui ce passage obligé pour aller chercher le titre de champion du monde. Mais du coup, je pense que c'est un joueur qui doit forcément se préparer à un step down, et du coup, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes pour envisager la suite.
où est-ce qu'il peut aller. C'est-à-dire que Umtiti, quand Eriksen, quand Papou Gomez, quand Pogba, on envisage, même Odegaard ou Isco, on envisage très peu de clubs. Umtiti, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui peuvent s'intéresser à lui en prenant en compte, en effet, ses problèmes physiques et le fait que c'est pas quelqu'un qui pourra jouer 50 matchs par saison. En revanche, c'est quelqu'un qui peut-être, ça je sais pas, je mets le peut-être, je n'ai aucune information, mais c'est quelqu'un qui peut être à un très bon niveau pendant 15-20 matchs. Et est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher quand t'es le club en question qui voudrait un gars capable de répondre présent, notamment dans les plus gros rendez-vous. Et donc en présentant le cas Umtiti comme ça, tout en ne sachant pas si c'est vraiment la vérité de sa situation, je me dis, Christophe, que ça peut être intéressant parce que je pense qu'on peut l'envoyer dans pas mal de situations nouvelles et peut-être pas mal de nouveaux championnats aussi. Raphaël, qui est bloqué à l'écrit, qui m'envoie des messages, me dit Umtiti à Lyon, Denayer passe axe droit, Marcelo dehors et Umtiti axe gauche. C'est vrai que c'est la solution, entre guillemets, de facilité, parce que c'est tellement évident, vu l'histoire entre les deux. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Encore une fois, moi j'ai pas de doute sur le joueur, mais quand je le vois physiquement, ça m'inquiète toujours un peu. Disons, le retour à Lyon, j'ai peur que ça gâche un petit peu. Alors bon, c'est tout, c'est comme ça, mais que ça gâche un petit peu la première histoire, en se disant ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Ouais. Alors après, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant si t'envisages le retour à Lyon, c'est qu'en effet, tu le mets dans la charnière titulaire aux côtés de Denayer, et là t'as quelque chose de bien pour, on va dire, un tiers des matchs de la saison, en imaginant les difficultés possibles pour enchaîner les matchs, et surtout derrière t'as un jeune joueur qui est en train d'arriver et qui semble être performant quand il apparaît sur le terrain, c'est Diomandé, je crois que c'est son nom, Sinali Diomandé. Oui. Je vais vérifier de suite. Et c'est peut-être ça la solution, c'est-à-dire que tu vas le chercher en effet pour remplacer entre guillemets Marcelo, tu lui donnes le brassard, tu le réinstalles en défense aux côtés de Denayer, et en fait les matchs que Umtiti ne peut pas jouer, tu t'alignes Diomandé qui peut se développer aux côtés de Denayer, et t'as une rotation à 3 qui peut, je pense, être intéressante, et complétée peut-être par un quatrième central comme Ben Lamry qui sont allés chercher, et qui peut jouer les utilités et être en soutien de ce trio-là. C'est disons que c'est le pari le plus logique possible, et c'est le transfert le moins, qui s'écrit le plus facilement, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que t'aurais d'autres idées pour lui, ou est-ce que du coup le fait qu'il puisse aller un peu partout, parce que je pense que même lui n'aura pas cette prétention de vouloir absolument être casé dans un top club, parce que là sa situation est assez compliquée. Il passe derrière des Minguesa, des Aroro qui sont des joueurs assez jeunes et qui n'ont jamais prouvé pouvoir être à un niveau approchant celui du meilleur Umtiti, fait que dans tous les cas, puisqu'il acceptera pas mal de choses, on verra bien, mais il y a pas de bon ou de mauvais fit. J'ai presque envie de voir ce qu'il pourrait faire en Italie, dans un club top 6 en Italie, parce que pour moi l'Allemagne, il se retrouverait dans des situations où il y aurait beaucoup de courses et de sprints à faire, ça va d'un but à l'autre, etc. C'est très intense, surtout quand t'es dans les clubs du haut niveau et les matchs de haut niveau. Je pense pas qu'ils puissent suivre. Par contre, l'Italie, quand t'as une équipe comme la Lazio avec un plan de jeu très différent, qui est bien assise sur sa surface quand même la plupart du temps, et qui joue en contre-attaque, je schématise exprès, mais c'est l'idée. Je me dis qu'il peut peut-être s'intégrer dans certains projets de jeu là-bas. Je sais pas ce que t'en penses, tu les as vus plus souvent que moi, les clubs comme la Lazio. Surtout que la Lazio avec Patrick, Hout et compagnie, Acerbi est très fort, le reste, j'ai envie de te dire que même le Umtiti du moment ne ferait pas de tâche. Ouais, j'ai même envie de parler de l'Inter, hein. Tu l'intègres dans la ligne de 3, c'est quand même une ligne défensive qui est quand même bien protégée. Et en plus, il a cette qualité de passe pour faire la première relance, qui peut parfois manquer justement à la première ligne de l'Inter quand ça doit repartir de derrière. Mais tu vois, dans ces projets de jeu là, où il y a pas forcément beaucoup de pressing, où t'as pas forcément beaucoup d'espace dans le dos à défendre, ou en tout cas très souvent, parce que j'ai l'impression que c'est dans ces zones là où aujourd'hui à Barcelone il est souvent mis en difficulté.
alors que quand il faut défendre la surface, je pense qu'il a gardé les repères, etc., et que ça pose pas de soucis. Donc voilà, si c'est pas l'OL, peut-être se tourner vers l'Italie pour lui trouver un futur projet. Il me semble avoir vu une rumeur Napoli il y a quelque temps, en cas de départ de Koulibaly. Je vais essayer de vérifier, mais là aussi c'est quelque chose qui me surprendrait pas qu'il puisse rebondir en Italie si évidemment cette piste lyonnaise se concrétise pas. Alors Florent, je te demande maintenant d'être très attentif tout en faisant ta recherche en parallèle, parce que je vais te donner la longue liste de tous les joueurs qu'on avait évoqués. Et tu vas me dire s'il y en a un ou deux, alors vraiment en quelques mots, on va pas s'amuser à refaire tout un débat, mais un ou deux qui t'intéressent plus particulièrement. Alors bon, certaines situations ne sont pas comparables, il y a des joueurs qui sont en train de bouger, etc., mais voilà. Alors, stop. Oui. Je te dis stop quand il y en a un. Ça marche. Moussa Dembélé, Mbaye Niang, Boubakary Soumaré, Morgan Sanson, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Juan Mata, Donny van de Beek, Jesse Lingard. S'il te plaît, ne dis pas stop. Non, j'ai dit stop sur Van de Beek. Ah, t'as dit stop sur Van de Beek. Stop sur Van de Beek parce que c'est très tôt, mais c'est quand même très, très ennuyeux. On en avait déjà parlé, je crois, dans un jeu du directeur sportif. Il y a quelques temps, il me semble, où on l'avait envoyé un peu partout. Moi, je l'avais envoyé au Real, justement, en imaginant la suite de Modric. On a déjà envoyé Pogba, mais voilà, j'avais envoyé au Real parce qu'avec Benzema qui bouge, un Van de Beek qui arrive et qui se balade derrière lui, qui va dans la surface, ça me paraissait plutôt intéressant. Mais c'est vrai que là, bon, ça ne fait que 6 mois qu'il est à Manchester United, mais il joue quasiment jamais. Et pour moi, c'est déjà un gros gâchis. Alors certes, il y a Bruno Fernandes qui est ultra performant et qui prend entre guillemets sa place, même si on n'est pas dans les mêmes profils de joueurs. On va dire qu'ils partent de la même zone. Ils font pas les mêmes déplacements, mais ils partent de la même zone. Et du coup, j'ai du mal à l'imaginer tout simplement rentrer dans cette équipe à partir du moment où Bruno est à ce niveau-là et enchaîne autant les performances, les buts, les passes D. Donc je serais pas surpris qu'ils doivent trouver une porte de sortie en prêt dès l'été prochain. Et avec son profil très atypique, très spécifique, je pense pas qu'il y ait des milliers de clubs capables de l'accueillir. Voilà. Je vais essayer d'être attentif sur tes prochains stops. Là, j'étais tellement focus sur Jesse Lingard que j'ai pas fait attention à ton stop juste avant. Qui va aller à l'Inter d'ailleurs, il paraît. J'ai aperçu Quel ça. enfer. Iheanacho, Under, Slimani, Gray, qui n'est pas André Gray, le meilleur ami de Raphaël, mais Desmarais. Dele Alli, Lamela, Davinson Sanchez, Zinchenko, Laporte, Eric Garcia, Issa Diop, Manuel Lanzini, Nicolas Pepe. Stop. Sur Pepe ou sur Lanzini? Non, c'était stop. Alors Lanzini, on pourrait en parler parce que ça se trouve c'est quelqu'un qui pourrait aussi aller à l'Atalanta pour remplacer Papou Gomez. Mais non, c'était sur Issa Diop. Juste pour le côté, voilà, joueur français parti en première ligue, qui a été performant en première ligue pendant un certain temps, qui là ne joue plus du coup, d'après ce que tu me dis, je ne savais même pas non, il joue plus. Qu'il était en difficulté. Et simplement, la suite logique pour lui, c'est un move à nouveau en France. C'est un retour en France dans un club de Ligue 1 du top 6. Et reste à savoir lequel pourra se le payer, parce que vu la situation des clubs français, j'ai une idée incroyable, c'est pas garanti. Je crois que c'est West Ham qui voulait Khaled Tachar. Du coup, tu leur envoies Khaled Tachar et tu reprends Issa Diop. Enfin, tu le prends. Le petit échange. Ben pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. C'est vrai que il dépareillerait pas à Marseille, je pense. Et maintenant, reste à savoir dans quel état sera Marseille pour l'accueillir, quitte à ce que ce soit qu'un petit prêt, à défaut d'avoir d'autres moyens de le faire. Donc Lanzini, Nicolas Pepe, Mustafi, Mesut Özil. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur Mesut Özil? Je ne sais pas. Origi, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Tomori, Gilmour et Alonso, ça c'est mes propositions de Chelsea. Bernardeschi, Sensi, Diawara, Pastore à la Roma, mais bon, Pastore c'est partie des joueurs qui sont surtout blessés. Isaï, Milik et Llorente, putain, il y a beaucoup à Naples. Llorente, Goulam, Malcuit, Lobotka et Deme. Ouais, Malcuit, c'est un petit peu le même délire que Diop au Napoli. Je crois qu'il a aussi un problème physique. Je crois qu'il a un problème au pied ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il est blessé très 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 souvent. Mais ça aussi, c'est le genre de joueur qui peut revenir en Ligue 1 à moindre frais dans les prochains mois. À noter que Raphaël m'avait dit un stop sur Boubakary Soumaré en disant, je lis, alors c'est une façon spéciale de faire des podcasts, mais pourquoi pas. Il faut qu'il vienne au PSG et que Pochettino le tyrannise pour le rendre régulier, notamment en phase défensive, parce que c'est vrai que Raphaël aime beaucoup Boubakary Soumaré.
Moi, je suis plus mitigé, mais je vois effectivement les qualités supérieures du garçon quand il veut bien se bouger. Donc effectivement, ça pourrait être un choix pas mauvais. Alors en Allemagne, on avait Aranguiz, Roca, Schulz, Zagadou, Daoud et Régnier. Bon, voilà. Surtout le choix de Roca du Bayern, où je sais pas trop quel sera le devenir de tout ça. Et enfin, au Real, on avait du Jovic. Et oui, on a oublié Luka Jovic, Ouais. le videur de boîte de nuit, qui est encore là. Odriozola, Vasquez et Niagnon à Séville. Rulli, Geronimo à Villarreal, qui est parti à Villarreal faire deuxième gardien, choix de carrière assez audacieux. Lucas Torreira à l'Atlético, Gamero, Guedes et à Valence et Firpo et Coutinho du côté du Barça. Donc voilà, bon, on va rester là-dessus, je pense, rien à rajouter de particulier. Non, pas du tout. Bah, c'est magnifique, on va essayer de retrouver Raphaël au milieu de ses travaux avec nos paris, les paris et nos partenaires PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris où je ne vais pas tenter le diable en lançant tout de suite Raphaël, je vais d'abord rester avec toi Florent, on verra comment est-ce qu'on peut boucler avec Raphaël. Tes paris, 2 paris en France sur de la Ligue 1, les 2 Olympiques. Le premier c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit Nîmes. Oui, Marseille-Nîmes, c'est la prochaine journée, donc c'est le week-end prochain. Marseille qui reste quand même sur une sacrée contre-performance face à Dijon, avec un match nul et une incapacité à marquer, avec un grand Radonjic, si j'ai bien suivi, Christophe. Oui, ça sera dans le banquet tactique de Coparena, un article dédié. Merveilleux. Et donc Marseille, ouais, qui reçoit Nîmes, je crois que c'est samedi prochain ou dimanche à 17h, je sais plus, c'est le 16, donc je sais plus ce que c'était exactement. On Le est 16, mardi 12, donc calcul. Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 à 17h. Donc merci Christophe. Marseille face à Nîmes, Marseille qui doit pas laisser filer des points face à une équipe de Nîmes qui est au fond, mais vraiment au fond du trou. Nîmes qui n'a pas gagné depuis fin novembre et un succès à Reims, et qui surtout, dans l'ordre, a pris 3-0 à Monaco, 2-0 contre l'OM, 3-0 contre Lorient, 2-0 contre Nice. Quand même un petit match nul 2-2 contre Saint-Étienne le 20 décembre, mais depuis 3-1 contre Dijon, 5-0 contre Strasbourg et donc 1-0 contre Lille le week-end dernier. Et donc face à Marseille, sachant qu'ils ont pris 2-0 au Costières, je me dis que bon, je vais partir sur le score à choix multiples avec un OM vainqueur 1-0, 2-0 ou 3-0. Voilà, c'est coté à 2,40. Ça me paraît plutôt intéressant vu, comme je viens de le dire, l'état de Nîmes qui marque quand même très peu, puisque sur les 2 derniers matchs ils n'ont pas marqué, et surtout qui marque très peu face aux équipes vraiment de qualité supérieure par rapport à eux. Ils en ont pas mis contre Monaco, ils en ont pas mis contre Marseille, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pas marqué contre Lille, ils ont pas marqué contre le PSG, ils ont pas marqué contre Lyon lors de la première phase. Donc voilà, toutes ces équipes là, j'ai l'impression qu'elles sont capables de rester solides et de pas prendre de but face à Nîmes. Et donc c'est le cas de Marseille qui en plus est une équipe plutôt solide quand même défensivement. Et comme offensivement, ça part jamais dans de grosses enflammades en termes de qualité de jeu et d'attaque, je pars sur un clean sheet, mais pas plus de 3 buts pour l'OM. Donc voilà, 1, 2 ou 3-0, coté à 2,40. On va tenter un petit tour du côté de la région parisienne avec Raphaël. Es-tu là, Raphaël? Bonjour messieurs, comment ça va? Bah ça va mieux que toi, je t'imagine très frustré devant ton ordinateur. Je suis en train de devenir fou, parce qu'en plus du Burin, qui est très actif à Clichy, il y a un mec qui a commencé à taper au marteau. Donc j'étais un peu entouré de travaux dans cette ville en transformation complète. Non, mes paris, j'enchaîne, pardon Christophe, j'avais plein de trucs à dire sur les joueurs qu'on a entendus, mais bon, tant pis, une prochaine fois. Mes paris concernent d'abord la Ligue 1, puisque je pars sur le Nantes-Lens, qui est à venir samedi ou dimanche, je ne sais même plus quand se joue ce match entre Raymond Domenech et Franck Hez. J'ai rêvé d'ailleurs de ce match cette nuit de bon pari, que je t'ai envoyé hier, où je pars sur une idée et j'ai rêvé cette nuit qu'elle était validée, enfin qu'en tout cas que le match allait bien se finir comme je l'imaginais. Je vais enchaîner parce que le monsieur recommence. Mon pari c'est qu'il y aura 0-0 à la mi-temps. Et c'est coté... Ah non, pardon, pas du tout ça. C'est qu'il y aura 1 ou 0 but lors de ce match. Et c'est coté à 2,80 si je ne m'abuse. Tu me confirmeras, oui. Christophe, je t'avais envoyé ça. 2,80. Pourquoi ? Parce que Nantes, je crois, lors des 2 derniers matchs, est arrivé à 0-0 à la mi-temps. Alors il y a eu un 0-0 et un partout depuis que Domenech est là. 2 points en 2 matchs, et beaucoup de plaisir. Mais ils ont à chaque fois gagné en termes de XG.
Donc ça c'est quand même une donnée intéressante. Mais donc j'imagine pas Nantes emballer les matchs contre Lens, surtout vu le style de jeu de Lens qui est assez vertical et qui arrive à se projeter vite vers l'avant, à presser. Je pense que Nantes va pas beaucoup s'engager vers l'avant. Et j'hésitais entre le 0-0 à la mi-temps et le 0 ou un but. Je me laisse un peu plus de marge avec le 0 ou un but en me disant que si une des deux équipes marque et surtout si Nantes ouvre le score, derrière ça va fermer à double tour. Et que si Lens marque, il n'y aura peut-être pas forcément non plus une volonté énorme de Nantes de revenir, de marquer plein de buts, de ce qu'on a vu des premiers matchs. Donc 0 ou 1 but à 2,80 pour Nantes-Lens, c'est mon premier pari. Le deuxième, c'est Leeds-Brighton, je te fais enchaîner rapidement. Oui, Leeds-Brighton, c'est un pari un peu inverse, parce que c'est deux des meilleures attaques de Première Ligue, alors que ce ne sont pas les plus fortunés. Leeds fait partie des pires défenses, je crois qu'ils sont parmi les 3 pires défenses, en tout cas en termes d'occasions concédées. Et Brighton est parmi les bonnes défenses, mais qui ne sont pas payées. Je crois notamment parce que leur gardien est sur une saison assez catastrophique en termes de performance et de post-shot et XG. Allez voir sur Coparena pour mieux comprendre ça. J'accélère. Je pars sur l'idée que les deux équipes vont marquer en première période. C'est à 3,05 la cote, parce que je pense que les deux vont y aller. Brighton est en sous-performance offensive, donc là peut-être va se rattraper. Et Leeds fait partie, je répète, je crois, des 3 ou 4 meilleures attaques du championnat en termes d'occasions créées. Donc je pense que ce sera un match très sympa à suivre et c'est deux équipes qui pourraient faire partie d'un observatoire du beau jeu d'ailleurs. Florent, on va boucler avec toi, avec ton dernier pari, c'est sur Lyon-Metz. Oui, Lyon-Metz, match aussi du week-end prochain, et comme je l'avais déjà fait sur une autre séquence pari, je sais plus laquelle, je prends des paris pas similaires, mais disons de la même famille, et je vais partir sur une victoire de Lyon, 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est coté à 3,40. Alors pourquoi ? Simplement parce que on a vu l'OL en difficulté face au Stade Rennais le week-end dernier. Très bonne analyse d'ailleurs à lire sur Coparena. Voilà, comme ça tout le monde a fait son plug de ces différents articles sur Coparena. Mais voilà, je pense pas que le FC Metz, le stade de Metz, le FC Metz soit capable de réitérer ce genre de performance. Et je me dis que Lyon a quand même un vrai potentiel sur le plan offensif pour vraiment mettre en grande difficulté la défense de Metz. On les avait vus dès qu'ils accélèrent dans l'axe, avec en plus des Messins qui, je les avais aperçus lors d'un match vraiment infâme face à Bordeaux. Metz qui a souvent une manière de défendre très très orientée vers l'homme au milieu de terrain. Le problème, c'est que si tu fais une défense orientée vers l'homme au milieu de terrain avec un Depay qui décroche, avec Aouar ou Paqueta, tu risques d'être assez souvent en difficulté et de commencer à prendre des vagues assez rapidement. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, avec le but encaissé, c'est parce que Metz réussit quand même assez régulièrement à surprendre ses adversaires, notamment les bonnes équipes ou les équipes qui tiennent le ballon. Ils ont quelques joueurs devant qui sont capables de faire ce genre de choses. Donc voilà, l'idée c'est de partir sur ce score-là, 2-1, 3-1 ou 4-1 en faveur de l'Olympique Lyonnais, mais un FC Metz qui réussit à mettre son petit but. D'ailleurs au match aller, en guise de souvenir, l'OL s'était imposé 3-1, et donc s'ils refont la même chose, je serais très content. Florent, alors que de mon côté j'ai le chat qui monte au gegenpressing, donc c'est vraiment très difficile cette fin d'enregistrement pour tout le monde. Qu'est-ce que tu peux annoncer ? Alors pas forcément sur Coparena, parce que ça on fait aussi sur les réseaux sociaux, mais bon, tu peux en dire un mot si tu veux, mais surtout pour la suite des événements vus du banc, quand est-ce qu'on se retrouve et est-ce qu'on a déjà une idée du prochain thème ? Eh bien pour l'instant non, Christophe, le prochain thème. Alors le truc c'est que le week-end prochain il y a quelques gros matchs quand même qui se présentent, notamment en Italie, avec un Inter-Juve il me semble dimanche soir et un Roma-Lazio je ne sais plus quand, mais je crois qu'il est prévu aussi le week-end prochain. Il y a aussi quand même un Liverpool-Manchester United à 17h30 dimanche aussi. En Ligue 1 il n'y a pas de choc, mais je pense que le week-end prochain on devrait se tourner soit vers l'Italie, soit vers les chocs du week-end. Le Leeds-Brighton peut être sympathique aussi, même si c'est pas forcément la même taille de match et la même importance. Mais voilà, ça peut être l'occasion, Christophe, le week-end prochain, de parler un petit peu Serie A, je pense. Eh bien écoute, avec grand plaisir.
ça me ferait plaisir de parler de ce championnat où il y a pas mal d'équipes qui ont de bonnes idées de jeu, contrairement à la Première Ligue ou d'autres qui, je trouve, sont un petit peu en recul cette saison de ce point de vue-là. Bah écoute, merci à toi, merci à Raphaël qu'on salue de là où il nous entend. Là où il est. On espère que tout se passe bien pour lui, qu'il n'est pas encore en dépression. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Florent. C'est ça. À plus. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.